Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler restauration. On en a pris un peu l'habitude, mais surtout au niveau du multiplex. Cette fois-ci, nous sommes en présentiel. On a beaucoup de plaisir d'être à Carouge, dans l'un des établissements de Pierre-Alain Brodard, qui nous reçoit ce soir chez lui, à l'Olivier de Provence, nouvel établissement. Pierre-Alain qui est avec nous. Bonjour Pierre-Alain, merci beaucoup de nous recevoir ici chez toi. On le voit déjà, il y a la mise en place qui est prévue pour demain. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis juste à côté, on a plaisir d'avoir une femme, Elena Rigotti, qui est la propriétaire responsable du Vino Olio Café, qui est évidemment dans la vieille ville. Là, on a plaisir, on avait eu en multiplex, cette fois-ci, on le voit en chair et en os, c'est Julien Bernard du Café Babel. Merci beaucoup, Julien, d'être avec nous. Là, on va faire un petit tour du côté de René Desbaillets. René Desbaillets, lui, c'est plutôt vigneron encaveur. Là, on va parler aussi du vin, parce que le vin a souffert durant, évidemment, toute cette période, toute cette crise. Donc, on va faire un petit peu l'état des lieux tout à l'heure. Et puis, on a Vincenzo... Vincenzo qui est avec nous, La Rossa, qui est Vincenzo, le chef, comme on peut le voir, du Café de la Place à Plan-les-Ouates, un des chefs goûte à tout. Et puis juste à côté, Serge Labrosse. Serge, bonjour, de La Chaumière à Troinay. Hello. Serge, bien présent. Alors vous êtes là pas tout à fait par hasard. J'ai pris un petit peu un échantillon de gens qui participent beaucoup, qui ont voulu un petit peu se faire entendre sur les réseaux sociaux. Certains, à leur manière, certains un peu différemment. Je crois que c'est important d'arriver à faire le point avant cette ouverture. On va laisser la parole pour commencer à Pierre-Alain, à tout seigneur, tout honneur. On va se passer un peu les micros, on va se passer un peu le témoin. Pierre-Alain, deux mots sur cette situation rocambolesque. Alors je crois que ce n'est pas garder des grands secrets. C'est vrai que tu fais partie de ceux qui sont particulièrement remontés contre cette situation, parce que peut-être refaire un petit retour rapide en arrière de ce qui s'est passé, de ce qu'on vous a un petit peu promis. Et puis aujourd'hui, on en est où ? C'est une situation qui est très pénible à vivre, ce d'autant plus qu'on est conscient de la situation gravissime au niveau sanitaire. Et ce qu'on ne supporte plus, nous, c'est ce langage un petit peu comme si on était des enfants, comme si on était des irresponsables, où on nous explique qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, etc. On est conscient, on est des adultes. La seule chose, c'est qu'on en a marre de se faire balader, parce que nous, c'est notre métier, la restauration. Moi, je n'ai pas choisi médecine, j'ai choisi la restauration, c'est mon métier. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire notre métier. Et puis, un jour, on nous dit blanc, le lendemain, on nous dit noir. Et ça, c'est juste insupportable, parce que derrière un restaurant, c'est pas seulement un patron qui vient, qui ouvre la porte, qui tire 3 cafés de la journée, qui prend ça et puis qui s'en va. C'est toute une organisation, c'est une logistique, ce sont des collaborateurs, c'est des pères de famille, des mères de famille. Et ça, c'est juste impossible à vivre, ce qu'on est en train de nous faire subir. Pierre-Alain, qu'on comprenne bien justement, quand tu dis plusieurs collaborateurs entre ici et le Café du Marché, parce qu'à noter que tu as aussi le marché à Carouge, ça veut dire combien de personnes qui sont touchées, qui sont concernées, qu'il a fallu mettre au RHT, etc., tout d'un coup remobiliser? C'est au total 23 ou 24 collaborateurs entre le Café du Marché et l'Olivier de Provence, donc c'est une masse importante. Et puis je rappelle, c'est surtout la logistique, c'est la logistique non seulement pour faire marcher nos établissements, mais c'est aussi la logistique qu'on doit accepter et être reconnaissant de nos fournisseurs, parce que nos fournisseurs, depuis 2 jours, ils vivent un enfer, on les appelle dans tous les sens. Et donc c'est pas seulement le simple fait, nous on est un petit peu la vitrine, on est le restaurant, ok, mais derrière il y a toute une chaîne, c'est les producteurs, c'est les vignerons, c'est les maraîchers, c'est les bouchers, enfin tout le monde est touché. Et aujourd'hui, c'est juste pas possible de continuer à vivre cette situation. On va passer la parole à Elena. Comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on prépare l'ouverture demain? Alors, ça va être une ouverture un peu particulière parce que on va ouvrir normalement. Demain soir, on est censé pouvoir travailler normalement, mais ça risque de se gâter à partir de samedi. Comment est-ce qu'on se prépare à cette situation, Elena? On ne se prépare pas vraiment. C'est-à-dire que ce matin, hier, c'était un peu le coup de massue. Le Conseil fédéral maintenant vient de dire que c'est une consultation bien sûr avec les cantons, que probablement on fermerait à partir de samedi
et dimanche, donc à 19h et le dimanche complètement. Et puis nous avons eu la semaine passée le Conseil d'État qui nous annonce une ouverture probable, mais pas certaine, le 10, mais qu'on en saura plus le 9. Donc évidemment, j'étais passablement énervée. Je l'ai fait savoir parce que je trouve inadmissible de nous promener comme ça. On est des humains, on est des restaurateurs. Il y a une préparation à avoir. On ne peut pas livrer les fournisseurs, nos bouchers, nos maraîchers. Enfin, ça a été dit, tous nos fournisseurs qui représentent beaucoup de fournisseurs, qui sont nombreux, peuvent pas préparer des commandes à plus de 2000 restaurateurs en quelques heures, parce que on peut pas se préparer. Un restaurant, je l'avais déjà dit au Conseil d'État, c'est une grosse machine qu'il faut préparer. Enfin, on ne peut pas nous dire un jour, du jour au lendemain, vous fermez, comme ça a été le cas 2 fois. Alors la première fois, je comprends, parce que là, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas du tout comment... on ne connaissait pas ce Covid. Maintenant, on en sait plus. Il y a une préparation à avoir et ils avaient le temps, depuis le mois de mai, à se préparer un peu mieux que de nous faire des annonces à la dernière minute. On nous promène, on est stressé, on est angoissé. Maintenant, on a eu donc la conférence de presse pour finir, parce qu'on fait de la pression. On nous a communiqué lundi pour l'ouverture le 10, mais avec des 1,50 m de distance entre les personnes, entre le groupe de personnes. Donc, ils n'ont pas mentionné les plexis. J'ai dû aller à la pêche aux informations avec des journalistes qui ont dû demander au Conseil d'État aujourd'hui, et puis pour nous entendre dire que les plexis, c'est fini. Donc, jusqu'à maintenant, les plexis étaient bons. Donc, les restaurateurs ont dépensé des milliers de francs pour acheter des plexis, et tout à coup, c'est plus valable. Alors que dans les autres cantons, c'est toujours valable. C'est-à-dire que le plexi, ça empêche que, si vous pouvez mettre une protection à cette table, celle-là, elle n'a plus besoin d'être à 1,50 m. C'est lamentable. Donc, c'est un manque de respect. Aujourd'hui, j'étais effondrée suite à la conférence de presse de ce soir, mais effondrée, j'ai pleuré. Alors, nous la résumé. J'ai pleuré, c'est pour ça que je suis arrivée en retard. J'ai vraiment pleuré, parce que je craque, parce que c'est pas possible, on nous promène, et je suis scandalisée. Voilà. Merci, je passe la parole parce que je suis trop énervée. Non, mais on va y revenir. Malheureusement, il y a pas mal d'énervés ce soir. C'est vrai qu'on va revenir après au plexiglas, parce que Pierre-Alain, je crois qu'il y a aussi un peu l'affaire des plexiglas qui lui restait légèrement au travers de la gorge. Donc, je voulais réserver ça pour tout à l'heure. On va passer la parole à Julien Bernard, Café Babel. Julien, j'ai vu juste avant de partir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et tu as mis un post comme ça en noir où c'était marqué on est mort, ou je suis mort. On est mort, je crois. Ouais, j'ai marqué on est mort. C'est violent comme poste. Hein. On est vraiment mort. Ça représente quand même bien ce qu'on est en train de vivre. Comme dit Elena. Alors, nous décortiquer un peu quand même le poste. Mort, vas-y. Mort, parce que, voilà, comme elle a dit Elena, avec les plexiglas, nous, on n'a pas. Moi, je peux mettre 18 personnes au lieu de 60 dans mon établissement, parce que c'est un endroit où c'est assez exigu. Et tout d'un coup, 18 personnes avec les charges que j'ai qui sont incompressibles, c'est pas possible de travailler. Donc maintenant, c'est soit l'État nous trouve des solutions miracles ou financières, mais pour l'instant, depuis le mois de mars, on n'a rien. Il n'y a rien qui vient, on essaie de se réinventer, on essaie de trouver des solutions, on fait de la vente à l'emporter en travaillant à perte. Ça commence à devenir compliqué. En résumé, là, je me rappelle, tu me l'avais dit, dans les multiplex, tu as un taux d'occupation, de réservation qui est assez dingue. À 98%. En général, on est relativement plus ou moins à 98%. Là, les prochains jours, justement, ils se présentent comment? Les gens reviennent. En tout cas, on entend que le téléphone sonne. Olivier de Provence, tout va très bien. Nos clients habitués, ils répondent présents. Mais il va falloir dispatcher le nombre de clients qui veulent venir manger chez nous, avec moins de place dans le restaurant, avec moins de jours. On ne sait pas exactement si on peut prendre des réservations pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on va travailler? Nous, on travaille beaucoup le week-end. Donc le samedi, dimanche, pour nous, c'est important. Mais la consultation propose de fermer le dimanche. Donc pour nous, c'est une grosse perte.
Et surtout, je crois que pour moi, le plus important actuellement, c'est que j'ai plus envie, en fait. C'est surtout ça. C'est que Il y a un voilà, ras-le-bol, j'ai plein de collègues qui arrivent encore à avoir de la colère. Moi, j'ai plus de colère, je baisse les bras. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Parce que, comme disait Pierre-Alain, derrière, il y a des familles, il y a des gens à qui il faut répondre. Moi, j'en ai 13 d'employés entre mes deux établissements, mais j'ai 13 familles. C'est des gens qui sont là, qui travaillent depuis longtemps avec moi, qui sont motivés, qui se vouent corps et âme pour ce qu'ils font, pour le faire bien, pour le faire correctement. Et là, moi, je les vois tous les jours. Je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas quoi leur expliquer. Ils me demandent comment on va faire, on va passer les fêtes, comment on va travailler le week-end prochain, comment on s'organise. Ben moi, j'ai pas de réponse. Et on ne sait plus qui croire. Et puis nous, on n'a pas de réponse. Personne ne nous donne des réponses concrètes par rapport à tout ça. C'est ça, Donc c'est à un moment donné, depuis le mois de mars, on nous balade. On nous dit, vous allez avoir des aides, en fonction de la surface, vous allez avoir des aides en fonction de... On ne sait plus. Et de nouveau, les informations, il faut aller les chercher, tous les jours, il faut aller les chercher partout. Et je pense on parlait de 30% d'établissements qui allaient faire faillite. Je pense qu'on va avoir 60% d'établissements qui vont arrêter. Ce ne sera pas que des faillites, mais c'est que des gens comme nous, au bout d'un moment, ce qu'on nous fait suivre. Vous, comme restaurateur, pardon Julien, mais Ouais. est-ce que toi, tu connais, on pourra poser la question peut-être à d'autres, est-ce que tu connais déjà des gens qui maintenant, pas la peine peut-être de dire qui c'est, Ouais. hein, mais est-ce que tu connais des gens qui ont dit, nous, on rouvre pas, on est foutus, Bon, terminé, moi, j'en au connais revoir. déjà plusieurs qui n'ont pas rouvert depuis le mois de mars, oui. Depuis la fermeture du mois de mars, au mois de mai, ils n'ont pas rouvert. Et des établissements connus, enfin des établissements qui tournaient avant, normalement qui avant ça. tournaient Donc c'est vraiment normalement. le Covid qui les a plantés, Bien on peut sûr. dire ça comme ça. Ben, on est un métier, on travaille en flux tendu, financièrement, sur les marchandises surtout. Et puis les charges, voilà, elles sont à Genève, on a des loyers qui sont élevés, donc pas forcément tous les bailleurs sont prêts à faire l'effort d'exonérer le locataire de 2 mois de carence. Mais voilà, après c'est chacun des situations diverses. On va passer le micro, René, ça va être ton tour. Après, on va terminer avec peut-être la restauration. Le vin, c'est un peu à part, ça veut dire que c'est beaucoup plus simple, René, on est bien d'accord. Vincenzo, sans trahir des grands secrets, je t'ai appelé ce matin pour voir si tu pouvais participer. Honnêtement, je t'ai senti au bout du rouleau. Tu m'as dit là, Michel, j'en peux plus du tout. Tu étais fracassé. J'étais fracassé ce matin. Enfin, tu l'es peut-être toujours, mais j'espère oui, pas, je suis un toujours. peu moins. Hein, mais... Je suis toujours. J'ai repris un petit peu le moral aujourd'hui parce qu'on a dû remettre la machine en route. J'ai une petite machine, moi, le Café de la Place, on n'est pas beaucoup. On est un restaurant familial, on est 7, ma femme, moi, 2 apprentis, mon maître d'hôtel Jean-Philippe, mon second, et puis mon aide de cuisine José. Et ce matin, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup d'appels de clients qui voulaient encore réserver, qui veulent réserver, des fournisseurs. Toi, tu m'as appelé, des collègues qui m'ont appelé aussi ce matin. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone. Très ému à chaque fois de la réaction des gens, des fournisseurs. Donc, je remercie mon équipe aujourd'hui parce qu'ils m'ont pas beaucoup vu en cuisine. Le travail n'est pas encore fini pour demain parce que, comme tout le monde peut le dire, on met pas en marche. Même une petite machine comme le Café de la Place, on la met pas en marche. Demain matin, on est prêt demain midi. Donc, ils m'ont beaucoup aidé et ce matin, oui, j'en pouvais plus. Cette nuit, à 4 heures du matin, j'étais sur le canapé et je suis monté, je savais pas l'heure que c'était et je suis allé me coucher à 4 heures du matin, je sais pas à quelle heure je me suis endormi. Parce que ce qu'ils nous ont annoncé la semaine passée, ce qu'ils nous ont annoncé lundi, ce qui a été dit hier, et je parle pas de ce qui a été dit aujourd'hui, moi, honnêtement... Et moi, j'ai une petite machine, j'ai un petit restaurant familial. Vincenzo, mais qu'on comprenne bien, le plus contraignant, vous êtes surtout énervé, enfin avec tout, avec les horaires, fermés à 19h, ça c'est pas possible. C'est les distances, c'est maintenant ce médecin, c'est les plexiglas, c'est quoi qui, c'est l'ensemble qui c'est tout, c'est comme le disait Pierre-Alain, on nous prend pour des gamins, on nous dit ni blanc ni rouge, qui nous disent il faut annoncer. Parce que moi, je suis en train de perdre la motivation. Je suis en train de perdre l'amour de mon métier. Je suis en train de perdre la flamme. Et ça, je l'ai dit à des clients aujourd'hui. Je l'ai dit à des clients. Et c'est grave quand on dit à un client, j'en peux plus. Je ne sais même pas si lundi, j'ai envie d'ouvrir. Et voilà. Mais est-ce qu'il y a des fois où on se dit, bon, ben, moi, j'ouvre, je m'en fous, je vais prendre une amende, on verra bien. Est-ce que ça, c'est de la désobéissance civile? Mais je veux dire... Bah, oui, est-ce qu'on en est là des fois? Est-ce qu'on a envie de dire, bah, moi, ma foi, j'y vais, on verra bien ce qui se passe pour finir, parce que... On verra déjà jusqu'à vive, samedi. On vivra déjà jusqu'à samedi, on attendra les annonces du Conseil fédéral. Mais moi, je prendrai une décision assez rapide. Même pour le moral, même pour l'envie de travailler, parce que là, ça devient dur.
ça devient très dur. On va passer le micro à Serge. Serge, c'est intéressant parce que s'il y en a un qui est vraiment aussi motivé dans ce métier, moi je t'ai vu, et bravo du reste, parce que tu as essayé de faire vivre le truc à la chaumière avec des cours pour des enfants, pour des apprentis, enfin il y a eu plein de trucs. Vraiment, ouais. tu fais partie de ceux qui n'ont pas arrêté une minute et qui essayent de garder un peu le rythme. Toi, cette situation, Serge, globalement, voilà, tu es forcément en adéquation, en accord avec tous tes collègues et amis qui sont là. Oui, complètement. On ne comprend pas. C'est un peu l'incompréhension qui domine aujourd'hui. Pourquoi nous Pourquoi être stigmatisé à ce point? On a vraiment tout fait. On fait tout. Moi, comme je l'ai dit, là, pendant ce mois de confinement, je n'ai pas voulu revivre ce que j'avais vécu les 2 premiers mois. Donc, je me suis dit, je vais occuper mes apprentis. Donc, on a fait des plateaux repas. On a fait de l'emporter pour essayer de continuer de vivre, de faire un semblant d'activité, même si on sait que l'emporter, c'est pas ce qui va nous rapporter et nous faire vivre. Contact, mais ça permet de garder le contact avec le client et ainsi de suite. Et là, c'est vrai que ce qui prédomine, c'est la fatigue, c'est ce stress qui est généré avec tout ça, les annonces qui sont faites n'importe comment. On nous fait des annonces, le lendemain, on va encore nous faire une autre annonce et puis il faudra encore attendre vendredi pour prendre une décision de ce qu'on va faire revenir les équipes, ne pas les faire revenir, acheter de la marchandise, produire, comme l'a dit de mes collaborateurs juste avant moi, un restaurant, c'est une machine, c'est des équipes derrière, c'est des fournisseurs, c'est des préparations, c'est vraiment lourd. Et alors, on pense que les gens qui ont pris ces décisions ne savent pas ce que ça veut dire. Moi, je suis un peu outré et fatigué de voir qu'on ouvre la FNAC et puis après que derrière, on va se plaindre que la FNAC est ouverte et fait des promotions. Des gens qui se baladent côte à côte, on touche les livres, on touche les disques, on touche tout, on se contamine sans arrêt. Et puis à nous, on nous dit qu'ils respectons toutes les règles, où les gens sont assis, rentrent, on a leur nom, on les assoit, on a les masques, ils sont désinfectés, ils n'ont pas le droit de bouger. Quand ils bougent, il faut attention qu'il n'y ait pas trop de personnes. On s'écarte, on garde la distance, on fait tout. Et nous, on nous dit qu'on peut pas travailler. Donc on va Donc là, on a remis la machine en route. Vendredi, il va falloir redécider ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut ouvrir à Noël? Est-ce qu'on peut pas ouvrir? Le dimanche, j'avais prévu de réouvrir pour compenser les pertes. Finalement, on nous annonce qu'on ne pourra pas ouvrir le dimanche. On ne va pas pouvoir ouvrir le soir. Le midi, on sait très bien qu'on ne travaille pas. On a mis tellement de monde aujourd'hui qu'on a demandé à tout le monde de laisser en télétravail. Donc, on sait très bien que les entreprises ne sont pas présentes. On nous impose des distanciations, on nous impose plein de choses et on ne comprend pas. Donc, aujourd'hui, le sentiment qui prédomine, c'est la fatigue, c'est l'énervement, c'est le stress. Moi, c'est vrai que le mois qu'on a vécu, il était insupportable. Ma famille, mes enfants le voient. Quand on rentre à la maison, on est vraiment dans un état de stress et d'énervement qui est pas supportable. Donc à la limite qu'on prenne les bonnes mesures, qu'on nous dise on ferme au mois de janvier, jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 20 janvier, et puis en face on met des indemnisations. Aujourd'hui on nous met des semi-mesures, on nous dit voilà pour arrêter le Covid on va faire ça, on va faire ci. Il n'y a aucune mesure d'indemnisation qui sont prévues nous depuis le mois de mai à part les racheter, mais qui sont normalement prévues. On cotise pour ça. On n'a pas d'indemnisation, il n'y a rien qui est prévu pour nous. Donc demain, la plupart, c'est clair, ceux qui ont malheureusement mal travaillé cet été vont devoir mettre la clé sous la porte. Ça, c'est une évidence. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut avec ce métier. En tout cas, on se bat, on se bagarre. Moi, j'essaie de tout faire pour justement rester en vie. J'ai investi ma vie dans ces restaurants. J'ai 24 employés aujourd'hui aussi, entre le Boléro, les ateliers et puis la chaumière. Et c'est vrai que j'y pense aussi tous les jours. Bien sûr, il faut se battre pour qu'eux puissent continuer de vivre, faire vivre leur famille, ainsi de suite, sauvegarder les emplois. Alors, on n'a pas l'impression que ce soit très important aux yeux de ceux qui prennent des décisions. Des autorités. René, on va dire que tu n'es pas forcément le porte-parole de l'ensemble des vignerons et des encaveurs. Hein. Tu es là, donc tu vas parler évidemment pour toi, mais disons, on sait très bien que les autres vivent exactement, plus ou moins, ce que tu vis toi. Donc, un petit mot par rapport à la situation de ton métier, où tu dépends évidemment énormément, pour ne pas dire peut-être essentiellement des restaurateurs. Comment est-ce que tu vis tout ce cirque, j'ai envie de dire? Alors, c'était évoqué tout à l'heure par Elena et puis Alain. On est le premier maillon de la chaîne. Et j'associe aux vignerons les bouchers, les maraîchers, les poissonniers, les boulangers, etc., qui eux encore, presque pire que nous, des produits frais.
Ça veut dire que pour un restaurant qui a du poisson qui doit ouvrir demain, on ne va pas pêcher cette nuit, donc il faut préparer. Puis si ça ouvre pas, ben, le poisson il est foutu. Les vignerons, on n'a pas ce problème puisque le vin se garde. Mais alors par contre, en regardant un petit peu les chiffres que j'estime avec les collègues, c'est plusieurs millions quand même de bouteilles de vin genevois qui sont vendues dans les cafés, restaurants, hôtels de Genève de qualité. C'est-à-dire que c'est quand même des bons vins, c'est pas des vins bon marché comme on retrouve chez Denner ou sur Internet, c'est des bons vins. Donc pour faire ces bons vins, il faut travailler la vigne. Et à l'heure actuelle, 3 mois et demi de fermeture de restaurants, toutes les buvettes de centres sportifs, les fêtes, les salons de dégustation, etc., tout a été annulé pendant cette année. Donc c'est à peu près 40 à 50% de chiffre d'affaires qui est perdu. Mais simplement, c'est que, encore à rajouter, c'est que la vigne, elle n'arrête pas de pousser. Et du 1er janvier il y a un entretien au 30 continuel. décembre, il a fallu, nous, on n'a pas pu dire à un employé, tu restes chez toi, je te mets au RH. Il y a du travail à la vigne, il y a du travail à la cave. La seule économie qu'on serait bien épargné d'avoir, c'est les frais de livraison. Parce que nos livreurs, ils n'ont pas pu livrer puisque les restaurants étaient fermés. Mais c'est un tout. Et de ne pas savoir, j'ai des très bons contacts avec tous les restaurateurs, etc. Ils disent, qu'est-ce que tu penses, tu vas ouvrir? Et le pire encore, je crois que c'est un de restaurateurs qui est ici. Mon fils s'est arrangé avec un restaurateur pour donner une petite bouteille 50 centilitres avec celui qui venait chercher son plat du jour. Il s'est fait mettre à l'amende parce qu'il n'a pas le droit de donner une bouteille au public qui vient chercher. C'est un scandale. On lui a réclamé une taxe de je ne sais pas combien de francs. C'est un scandale. C'est ça. Donc ça ne va pas. Et comment est-ce qu'on va faire? Nous, les aides, et il y a eu la possibilité, là, je dois dire que Uli Maurer a dit immédiatement, il y a ces histoires de prêts, 10% du chiffre d'affaires de l'année passée, on a tout de suite profité de ça, mais c'est un prêt, il faudra le rembourser. Les RH, on a du travail, donc on n'a pas de RH. Et après, on nous a dit, on va vous aider à la surface via les paiements directs. D'après ce que j'ai vu qui s'articule, c'est qu'on va nous donner environ 350 francs par hectare sur un chiffre d'affaires qui est d'environ 50 000 pour un vigneron en caveur. Entre 50 et 100 000, ça dépend le prix de ces bouteilles. Ça représente quoi? Vraiment rien du tout, c'est se foutre de la gueule vraiment des travailleurs de la terre. Emplâtre sur une jambe de bois, une comme jambe on de dit. Bois. On va repasser le micro. Merci René. On va repasser le micro à Pierre-Alain. Pierre-Alain, comme on en est un peu à parler dans les chiffres, on va y rester. Tout ce qui est RHT, trucs comme ça. Est-ce que tu les as reçus, toi, par exemple? Est-ce que ça suit, ces RHT, ou pas? Ou il y a des mois de retard? On en est où? Moi, j'ai reçu un peu une partie sur le mois d'octobre, mais sur le mois de novembre, absolument rien. Donc, Là, il faut avoir un peu de réserve. Demain, on est le 10, donc si vous n'avez pas de réserve, c'est impossible. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les réserves, on puise dans les réserves. Et à force, on va exploser. Alors, quand je vois aussi les aides qu'on essaye j'ai vu 50 francs par mètre carré. Alors 50 francs par mètre carré. Oui, bien sûr. Voilà, ça je laisserai Elena en parler. Mais par exemple, les fameux 10 000 francs qu'on va peut-être nous octroyer par rapport aux charges incompressibles, j'ai vu le formulaire, c'est un formulaire de 3 pages. Maintenant, il faut aussi que ces gens-là comprennent que notre métier, c'est pas la paperasse. Alors moi, je l'ai souvent dit, j'ai de la chance, je suis un administratif. Quand j'écoute mes collègues qui sont des chefs de cuisine, et ça m'inquiète quand j'entends qu'ils en viennent à être dégoûtés de leur métier. C'est affreux, c'est leur passion. Ils en sont à être dégoûtés de leur passion. Moi, j'ai un... Oui, puis c'est l'essence de la restauration. Exactement. Pardon, moi, j'ai un autre regard. Je ne suis suis pas chef de cuisine. J'en suis tout autant dégoûté. Mais voilà, si je n'avais pas cette connaissance administrative, mais je pense qu'il y en a, ils doivent se taper la tête contre les murs. Parce que chaque fois qu'on vous dit, oui, vous allez avoir une aide, et puis qu'on vous sort le formulaire, mais vous dites, mais attendez, on a déjà rempli 6 fois les choses, et on nous rabâche toujours la même chose. Et puis ça, c'est une partie. Après, il y a toute la partie, bon, là, on a parlé des loyers, on a parlé des assurances. Personne ne parle des assurances. Parce que ceux-là, ils se cachent. Mais alors vraiment, confortablement, il n'y a pas un bal qui est donné. Les primes, on les reçoit. On est bientôt aux sommations légales. Et puis bientôt, on n'aura plus de couverture. Mais il n'y en a pas un qui dit, maintenant, on va geler les primes ou des choses comme ça. Rien
Du tout. Mais- TVA, j'ai vu des courriers de certains collègues qui ont reçu des menaces de poursuite, etc. C'est juste lamentable. Mais c'est lamentable comme on nous traite. C'est pour ça que des gens qui sont passionnés par leur métier, aujourd'hui, ils en ont plein le cul. Ils sont dégoûtés parce qu'on est en train de nous imposer. Et je tiens encore à dire une chose. Aujourd'hui, si on va tous voir un médecin, on est tous en arrêt. Parce qu'on est cuit. On est cuit. Ah oui, N'importe il lequel y en a qui se sont mis en burn-out Oui, pour non, moins mais de- on est moins tous de ça, cuits. hein, on est d'accord. Et, hein, sûrement. et nous, là, on va non seulement, on puise dans les réserves sur l'aspect financier, mais là, on est en train de puiser dans les réserves. Et je ne sais pas ce que ça va donner comme effets collatéraux dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Parce que ça peut générer aussi des maladies, etc. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et là, on tient parce que pour la plupart, on est fort. Mais quand Elena elle dit, elle a écouté la conférence de presse puis qu'elle est en pleurs, mais je la comprends, puis je la crois. Parce qu'on est tous à bout. On est à bout par rapport à ce qu'on nous impose. Alors quand je vois Madame Toracinta avec son petit sourire en coin et puis ce cher Poggia qui a l'air de jouir quand il donne ses informations, mais c'est gravissime. Ces gens-là, j'espère une chose, c'est qu'on comprenne qu'il ne faut plus jamais leur donner les clés pour être à la tête de l'État de Genève. On va passer la parole à Elena. Elena, j'aimerais pas revenir sur cette séquence de pleurs, hein, du reste, t'es pas obligé. Tout a l'air d'aller bien. Non, mais pardon, mais sans vouloir trop fouiner comme ça, mais qu'est-ce qui t'a fait pleurer? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a le plus attristé? En fait, je prends un peu de recul pour vous expliquer l'état. En fait, c'est les nerfs qui ont craqué, tout simplement. C'est que je suis la vice-présidente du GPRH. Hein, c'est l'autre association, c'est pas la Société des cafetiers, mais c'est une autre association. Et nous avons, depuis le début, rendez-vous avec Nathalie Fontanet, qui est la seule, vraiment, au Conseil d'État, qui nous écoute et qui nous comprend et qui essaye vraiment de nous aider. Et donc, on a des réunions tous les mardis soirs. Et quand il y a eu l'annonce lundi, moi, comme je la connais en plus au niveau privé, je lui ai envoyé un message. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 1,50 m? Et puis, ils n'ont pas parlé. Et donc, il y a une journaliste aussi qui m'a appelée. Et puis, je lui ai dit, mais vous n'avez pas posé la question sur le plexiglas. C'est pas très clair. Les annonces sont pas claires. Le communiqué n'est pas clair. Et apparemment, c'est plexiglas ou sans, c'est 1,50 m. Donc, j'étais déjà dans tous mes états. Donc, hier soir, on avait rendez-vous à 18h avec Terlinchamp qui a su cette histoire vraiment en fin d'après-midi. Il était remonté. Moi, j'étais remontée, mais énervée. Donc, elle a dû faire part ce matin à Poggia. Et je m'attendais absolument à qu'ils reviennent en arrière parce qu'on a pu les utiliser avant. Les restaurateurs ont investi énormément d'argent. Donc, je voyais mal qu'ils poursuivent et puis que c'était juste un malentendu. Hein. Et non. Et donc, quand j'ai reçu ça, alors moi, j'ai plein de restaurateurs qui m'appellent parce que justement, ils sont à bout. Ils n'ont plus envie. Après, ils disent, mais je ne peux pas travailler. Je fais plus que 14 couverts au lieu de 40. Parce que si on n'autorise pas, je ne peux pas. Ils sont à bout. Moi, j'entends cette conférence de presse, justement, comme tu l'as soulevé, Anna-Marie Toracinta qui avait un petit peu, entre guillemets, le sourire sur le coin des lèvres, Poggia qui dit, mais soyez heureux, parce que nous, on est, au moins, vous pouvez ouvrir. Même, je sais, je comprends, c'est pas évident, parce que vous perdez 70% de votre capacité d'accueil, mais néanmoins, vous pouvez ouvrir. Et là, tu entends ça. Après, quand j'entends Anne-Emery Toracinta, les autres cantons romans, ils sont montés au front pour discuter avec le Conseil fédéral, parce qu'ils sont consultés, justement, hein, pour quelle sera la décision vendredi soir, donc après-demain. Et elle nous dit, oui, mais bon, les autres cantons, ils voulaient faire le communiqué ou la séance, mais nous, on était en séance. Nous, on était en séance. Voilà ce que j'entends. Nous, on souffre. Moi, je pense à mes employés, comme nous tous. On en pense à nos employés, on pense à nos fournisseurs, on pense à tout un secteur de l'économie à Genève. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Mais nous étions en séance. Nous ne pouvions pas participer avec les autres cantons romans parce que nous étions en séance. Et là, tu te dis, tu craques. Parce que franchement, moi, j'ai plus envie de faire ce métier. Plus envie. Et pourtant, Dieu sait que c'est un métier que j'aime. Mais j'en ai plus envie. Je pense à mes collaborateurs. Je les avais ce matin avec moi. On était en train de faire des nettoyages et tout.
j'ai bon espoir, tu vois, je reste positive. Et là, le coup de massue. Donc j'ai craqué, Bon, oui. après- Et puis après- maintenant, par rapport aux aides, alors les 50 mètres carrés, les 50 les francs 50 francs par mètre carré de Dédommagement. surface utile. Alors, lors des réunions, ce que je demandais, c'est qu'il y ait des aides sans contrainte administrative et qui soient rapides. Donc, ils ont trouvé une solution très rapidement parce que ça devait être voté au Grand Conseil. Et donc là, je tiens à féliciter Nathalie Fontanet et quand même tous ses collaborateurs du DDE parce qu'ils ont fait ça très vite et très simple. Les 50 mètres carrés, c'est pas énorme, c'est Mais vous vrai, les avez reçus. parce que mais c'était juste cliquer sur le lien, remplir nos coordonnées et notre IBAN. Voilà, ça c'était facile. Les 10 000 francs, le forfait de 10 000 francs, c'est toutes les charges incompressibles, comme les assurances, votre fiduciaire, enfin, tout ça, toutes les charges, l'électricité, tout ça. Et donc ça, c'est jusqu'à 10 000 francs et c'est par mois, donc des mois de fermeture. Voilà, et donc après, il faudra fournir effectivement les factures. Donc c'est un peu plus contraignant et puis ce sera en ligne la semaine prochaine. Ça a suivi. Voilà. On va passer la parole à Julien Bernard. Julien Bernard. Excusez-moi si je me suis un peu emportée. Mais Aucun problème, c'est bien. C'est important effectivement que chacun puisse nous raconter un peu ses problèmes. Il y a des problèmes communs, puis ensuite c'est clair qu'il y a des problèmes qui sont liés des fois à son restaurant. Julien, ça c'était pour tout le monde en l'occurrence. Julien, une fermeture peut-être à 21h en lieu et place de 19h, parce qu'on fait des suppositions, hein, c'est peut-être ce qui pourrait tomber. Est-ce que ça, 21h plutôt que 19h, dans ton cas, encore une fois, où c'est bourré midi et soir, c'est jouable? Non, c'est rien du tout, c'est une fausse bonne idée. Les gens, ils viennent à 19h30 chez nous pour manger, donc c'est compliqué. Si on ferme à 19h, on ne sera plus là. Donc non, c'est déjà entre la limitation du nombre de places sans plexi, si en plus on doit fermer le soir, moi je vais tout bonnement fermer, je vais arrêter, je vais changer de métier. Je vais essayer de trouver une autre solution, mais non, si nous, ils nous ferment à 19h, moi, je change de métier. Même 21h, c'est quand les gens viennent à 19h30, 20h pour manger, ils prévoient pas d'aller au restaurant pour passer une demi-heure, quoi. C'est pas ce qu'on prévoit. C'est à partir de 22h que ça commencerait à être un peu jouable. Quand on est passé de minuit à 23h, on s'est dit déjà, ça va être short. Ça va commencer à devenir compliqué. Donc là, de passer à 21h ou 19h, c'est pas possible. Faut qu'on change de métier, on n'a pas le choix. En tout cas, c'est une volonté politique qu'on arrête de faire notre métier. C'est pas. Et moi, je vois pas comment on pourrait, avec 20 à 30% de capacité et des horaires réduits, et pas le dimanche. Je sais pas, bientôt ça va être quoi? C'est un jour pair pour certains, un jour impair pour les autres. Sur une jambe un jour, sur l'autre pied le lendemain, les yeux bandés. Non, mais ils ont de l'imagination, nos politiques. C'est nous, on nous demande de faire preuve de créativité, mais alors eux, ça fonctionne bien. Hein. Non, faut rigoler un peu, parce que vraiment, je crois qu'il va y avoir de la casse, vers de la casse humaine. On va redonner la parole à Vincenzo. Vincenzo, en termes justement de subventions, et comme ça, on a vu que ça avait suivi chez certains. Par exemple, chez toi, tout simplement, oui. Alors, chez moi, ça a suivi. Bon, là, j'ai pas eu les rachetés du mois de novembre, bien évidemment. Moi, j'avais tout de suite pris justement cette décision dès le mois de mars. Moi, je fais beaucoup de comptabilité moi-même. Je suis peut-être un de ces cuisiniers qui touche encore un peu à la comptabilité. Mais là, cette première fermeture au mois de mars, j'avais pris un sacré coup. Et là, j'ai tout de suite appelé mon fiduciaire. J'ai appelé mon fiduciaire. J'ai dit, Jérôme, écoute, j'ai même pas regardé les rachetés. J'ai rien regardé. C'est tout toi qui fais. Je paye les honoraires qu'il faut, je payerai plus, mais c'est pas grave. Et c'est tout mon fiduciaire qui a géré jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que ça me coûte un peu plus cher en honoraires, mais ça suit. Mais tout n'a pas encore suivi. Les APG, j'ai pas encore reçu. Bref, je vais pas en parler. Je crois que on a à peine, ça suit, mais et encore c'est un fiduciaire qui fait le travail. C'est même pas moi. Encore si c'était moi qui le faisais moi-même, on dit les cuisiniers. C'est déjà un fiduciaire de métier, même lui me le dit, c'est compliqué. Et il cherche aussi les informations où aller chercher pour les 50 francs, pour X, pour Y. Et à chaque fois, il faut l'appeler, on passe du temps au téléphone. Ça devient pesant.
ça devient pesant. Passons le micro à Serge, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Enfin, je veux dire, c'est clair que l'argent, c'est important. Alors moi, je sais pas que je suis pas d'accord avec Vincenzo, mais on nous a rien donné, rien dit. C'est-à-dire que c'est eux qui devraient nous dire comment faire, où trouver les informations, et ceux qui décident de nous fermer aujourd'hui, de prendre ces mesures, devraient derrière mettre des mesures en place d'indemnisation. Je comprends même pas que je dois aller fouiller, moi, et aller chercher des informations pour une soi-disant indemnisation là, peut-être j'ai droit à ci, peut-être j'ai droit à ça, peut-être j'ai pas droit, puis du coup, parce que j'ai pas coché dans la bonne case, ben j'y ai pas droit. Je comprends pas. Il y a toujours le petit astérisque qui fait de toute façon qu'on n'y a pas droit. Donc moi, depuis le début, l'établissement coûte entre 15 et, quand il est fermé, donc 15 et 18 000 francs par mois qu'on doit payer notre poche. Donc forcément, la trésorerie, là, elle commence à fondre. Les crédits qu'on a fait, parce que bien sûr, on était obligé de les faire, ben, ils commencent à diminuer. Il va falloir les rembourser, on ne sait pas quand. Ce que je comprends pas, c'est qu'on ne nous dise pas derrière, OK, vous fermez, mais derrière, on va vous aider et on va vous indemniser. Il faut se rappeler des époques où il y a eu les grandes banques qui ont failli faire faillite parce qu'ils avaient fait des investissements justement scandaleux n'importe où. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis de l'argent, on était capable de le faire. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire? Pourquoi on ne nous dit pas comment il faut faire? On nous donne des mesures, on nous dit si on doit travailler avec la moitié moins de clients, des distanciations, on doit travailler avec des horaires maintenant de fermeture, on doit plus... Enfin, il y a tout un truc qui est mis en place. Mais derrière, rien. Moi, je suis vraiment scandalisé. Je comprends pas qu'un pays aujourd'hui comme la Suisse nous guide pas à ce niveau-là, et nous dise pas exactement ce qu'il faut faire pour être indemnisé correctement, pour que l'économie survive, quoi. Je sais pas. Ou alors on n'est peut-être pas. Et là, on est pas partie de l'économie. Serge, on est un peu obligé de dire une petite pensée à ce propos pour nos amis, enfin vos amis surtout cuisiniers français en France, parce que eux, ça va rouvrir le 20 janvier. Ouais. Mais ça, c'est juste. Oui, c'est catastrophique. Oui. Alors, encore une fois, si on leur dit de fermer jusqu'au 20 janvier, mais que derrière on met des mesures économiques pour être indemnisé, qu'on compense ces pertes. OK, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ça que je veux entendre, c'est qu'on me dise, ben voilà, on a pris des mesures. Donc là, les mesures sont insuffisantes. C'est insuffisant. Aujourd'hui, c'est complètement insuffisant. Enfin, je ne vais pas pleurer sur mon cas, mais voilà, nous, on sait en tant que patron que voilà, on sait très bien ce qu'on a perçu comme salaire, ce qu'on a dû mettre de notre poche à chaque fois dans les établissements. Et puis, bien sûr, comme le disait René, c'est toute une filiale, c'est tous les fournisseurs qui sont dans le même cas que nous. Nous, on ne vit pas derrière. Il y en a plein qui ne vivent pas non plus. Donc, et qui ne survivront pas. Et qui ne survivront pas. C'est important de le rappeler. Ouais. René, tu voulais Oui, alors moi qui suis depuis 2 ans à la retraite, j'ai le temps d'écouter les communiqués de presse, de lire, de regarder ce qui se passe et tout. J'ai pris le temps cet été de voyager un petit peu pour voir ce qui se passait dans d'autres pays. Et pour l'instant, ce qui m'inquiète le plus, c'est que quasiment le 90% de ce qu'on entend dans les médias, ou qu'on lit dans les écrits, c'est toujours les milieux médicaux qui parlent. Les médicaux, la pharma. L'économie, on n'en parle pas. Mais messieurs, faites 2 heures d'avion, je peux vous dire que dans les Balkans, les fonctionnaires et les retraités, l'État leur donne 50 € par mois maintenant d'avance pour manger. Parce que l'industrie, elle est morte, il n'y a plus de tourisme. Et la Suisse, pour l'instant, on a des réserves, des très grandes réserves. On se pose la question pourquoi la Banque nationale ne veut pas les débloquer. Mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? C'est pas l'année prochaine que les hôtels vont se re-remplir. Il n'y a plus de tourisme, il n'y aura plus d'avions, donc il n'y a pas de tourisme. Et il y a beaucoup de branches dans l'exportation. On ne le dit pas, on entend encore certains dire oui, mais l'horlogerie, ça va encore pas mal. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires, je tairai le nom de la maison. Mais j'entends, quand presque tous les pays, il n'y a plus d'économie, je ne vois pas comment est-ce que les clients, les Italiens, les Français ou d'autres, ou même les Chinois, vont pouvoir s'acheter des montres suisses. Et à qui on va vendre nos machines de précision, parce que l'économie du monde entier, elle est presque morte. Donc ça, il n'y a rien au niveau économique. Personne ne nous parle de la réalité économique de notre pays. Et pour l'instant, à la fin de l'année, ça va jouer, parce que tout le monde bouffe ses réserves. Il y a encore des trucs. Mais l'année prochaine, quelle rentrée d'impôts il va y avoir?
Mais on fait un budget avec 835 millions de déficit à Genève, on a déjà 13 milliards de dettes, mais il va rien rentrer l'année prochaine. Est-ce que j'espère alors qu'on est jusqu'au bout, parce que quand on rentrera rien, les ronds de cuir qui sont en train de faire des règlements à bidon, eh ben on ne pourra plus les payer. C'est ce que j'attends le plus rapidement possible. Pierre-Alain, tu voulais nous dire... Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit René au niveau des milieux médicaux. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce matin, comme Elena, j'avais plaisir à retrouver toute mon équipe, puisque pour l'instant, ils étaient en RHT, et puis on avait besoin de nettoyer, de mettre en place. Et puis, on a rebondi sur l'article de la Tribune de Genève, où le titre, c'était « Il faudra bientôt refermer les restaurants ». Et puis, tu lis ce titre, et puis tu t'aperçois que ce sont les milieux médicaux, ce sont des médecins qui parlent. Moi, je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire à l'hôpital. Alors maintenant, arrêtez. Concentrez-vous sur ce qu'il y a à l'hôpital, faites votre travail comme on aimerait faire le nôtre, et puis venez pas dire aux gens, maintenant il faudra bientôt refermer rapidement les restaurants. Mais quand je lis un truc comme ça, mais c'est abominable de dire des choses comme ça. Puis après, vous rentrez un peu dans l'article, il faudrait mettre des gels sur toutes les tables. Moi, il n'y a pas de problème, des gels. On a déjà acheté des plexis, je ne sais pas ce qu'on va en faire, on va faire un grand feu de joie sur la place du marché. Et puis maintenant, il faudrait qu'on fournisse des gels. Alors il dit, il faut vraiment, tout juste, il ne faut pas en mettre dans les assiettes. Alors je ne sais pas, peut-être que nos deux chefs, ils auront peut-être une recette avec le gel hydroalcoolique, mais au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit, arrêtez de nous faire... Et peut-être bientôt, on va peut-être apprendre que le virus, c'est un des chefs de cuisine qui l'a créé. Peut-être. Parce qu'à force de nous mettre tout sur le dos, peut-être que ça va venir là-dessus. Bon, quel pourrait... Alors, maintenant, on va anticiper à vendredi. Quel pourrait être... On va repasser peut-être le micro, allez, à Elena, 2 secondes. Oui, on reprend. Quelle pourrait être, alors, Elena, la bonne nouvelle, pour autant qu'il y en ait une, vendredi? Ce serait quoi pour toi? Écoute, pour moi, personnellement, et puis je pense que pour que la plupart des tiennent restaurants... et disent, nous, on laisse ouvert. Alors, je pense qu'effectivement, si c'est pour qu'on ferme à 19h et le dimanche, sans plexiglas, avec toutes ces contraintes, les gens sont en télétravail. Les gouvernements poussent les gens au télétravail, à rester chez eux. Dans cette situation, je pense que le Conseil fédéral, il a meilleur temps de nous dire on ferme totalement, tous les restaurants en Suisse ferment totalement, et on vient avec des aides pour tous. Mais en conséquence, c'est-à-dire en conséquence de leur décision. C'est-à-dire que maintenant, j'attends de notre pays, de la Confédération et même de l'État, que leur décision soit à la hauteur des dédommagements qu'ils pourront nous donner. Parce que si nous décidons de fermer, alors vous venez avec des dédommagements et à hauteur de notre préjudice. C'est tout ce que je demande. Et faites-nous fermer pendant 4 semaines, strict, on ferme complètement, et on ouvre après, et puis vous venez avec des aides. Mais il faut avoir des subventions, évidemment, qui soient à la hauteur. Pour l'instant, on est d'accord. C'est pas une annonce, vous fermez, et puis on ne sait pas. C'est ça. Non. On est d'accord que pour l'instant, alors, à fond perdu, qui trouve une idée, j'en sais rien, 20% du chiffre d'affaires, mais à fond perdu. Voilà. C'est tout ce que je demande. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Serge. Non, tu voulais encore ajouter un petit truc? Je me dis juste, l'hôtellerie, la restauration était déjà un peu mal en point juste avant tout ça. Je ne sais pas à quoi va ressembler Genève demain. Malheureusement, c'était pas une ville qui attirait beaucoup par son tourisme. Et aujourd'hui, ou en tout cas demain, ça risque de pas être le cas. Alors, comme disait Pierre-Alain, c'est vrai qu'on a attiré beaucoup de grandes sociétés. On a fait miroiter, on a fait venir à Genève pour justement peut-être une activité économique complètement différente en oubliant un petit peu le tourisme et puis la restauration. On voit que on continue un peu dans cette voie et puis je ne sais pas à quoi va ressembler Genève. Moi, quand j'étais gosse, mon père m'avait fait voir Genève, des photos de Genève. Quand j'ai choisi ce métier de cuisinier, il m'a dit un jour, c'est tellement beau Genève, il faut que tu ailles voir au bord du lac et tout, c'est juste magnifique. Et là, aujourd'hui, je me dis, sans ces hôtels, sans ces restaurants qui sont déjà à la déroute, à quoi va ressembler de Genève. Donc j'espère qu'il y en a un qui prendra conscience un jour qu'on est peut-être... on compte un peu, en tout cas pour l'image de Genève. Julien, le mot de la fin peut-être pour Julien, il a déjà son micro. Merci Serge. Julien, demain, reprise, ça va être un jour comme un autre. Enfin, on essaye
d'imaginer que c'est un jour comme un autre et on attend la décision, ma foi, de vendredi, on n'a pas le choix. Ah, on se réjouit demain de retrouver nos clients, de reprendre le travail. Qu'est-ce qu'on va manger demain On a au Café fait- Babel? On a fait Qu'est-ce que... toute la Allez. déco de Noël, on a mis nos sapins dehors. Alors pas de rechtis a priori, non je sais pas. Demain, je sais plus. Je suis pas du tout là ces jours dans la cuisine parce qu'il y a tellement de choses au niveau administratif et à organiser pour cette réouverture que voilà, je peux pas répondre. Si jamais- C'est pas grave, ça va mais voilà, on certainement se réjouit, en être tout cas. bon en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Pierre-Alain Merci de à nous toi, avoir merci mis à vous. à disposition cet olivier de Provence. Vous aurez apprécié, j'espère, remarqué qu'on a évidemment nous aussi gardé les distances. On a préféré évidemment parler sans le masque, est beaucoup plus confortable, mais on vous le rassure déjà. Exactement, on a fait attention et puis en tout cas bonne chance à vous tous et puis bonne chance forcément à l'ensemble des restaurateurs qui nous écoutent, on pense bien à eux, on croise les doigts, on vous souhaite beaucoup de courage et puis on essaiera d'aller vous encourager chacun votre tour comme on peut. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao.